Et là, on arrive à une autre époque, la mondialisation du whisky, et le whisky irlandais que vous buvez actuellement appartient à la distillerie japonaise Suntory. Maintenant, vous avez une explosion de business autour du whisky, et que Suntory, qui est japonais, comme vous le savez peut-être, eh bien, a racheté la moitié des distilleries irlandaises, c'est-à-dire 2, puisqu'il n'y en a que 4 en Irlande, et donc la moitié des distilleries irlandaises appartiennent aux Japonais. Mais si vous buvez du Schweppes, vous buvez aussi du Suntory. Parce que si vous buvez de l'Orangina, vous buvez du Suntory. C'est peut-être pour ça que ce whisky semble manquer d'identité. Enfin, il n'a pas d'identité en fait. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit il faut goûter du whisky irlandais parce que c'est irlandais, et du whisky breton parce que c'est breton. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on mélange des choses de genres différents, on ne s'y retrouve pas tout à fait, parce qu'il est vrai qu'après le Glenfarclas, ce bon whisky irlandais fait un peu fade. Donc, vous apercevez les différences qu'il peut y avoir. Alors, si vous voulez bien servir un port Charlotte, parce que l'île d'Aglé, il y a 9 distilleries et il y a 2 ports. Il y a Port-Hélène et Port Charlotte. Et donc, vous avez un whisky qui porte le nom d'une des villes de l'île, et cette fois, j'espère que vous sentirez la tourbe. Donc on revient au whisky écossais, avant de terminer par un whisky breton. Généralement, vous avez, quand on fait des dégustations, 50% des gens aiment la tourbe, c'est d'ailleurs ce que vous allez sentir avant de goûter, et 50% n'aiment pas du tout. Moi, je suis plus réticent. Ce whisky fort en tourbe est tout à fait particulier, il y a des gens qui adorent ça. Jean-Yves Le Drian, vous connaissez, ne jure que par le Balvenie de l'île d'Aglé, mais vous avez des gens qui, eux, n'aiment pas ce côté tour. Alors, on a parlé de ce business du début du XXe siècle. On parle maintenant, on a entrevu avec Suntory ce business actuellement. Il faut savoir que presque tout l'alcool, le whisky du monde, est tenu par des grosses boîtes. Le premier, Diageo, qui est un mélange, un consortium entre Guinness, qui était un gros groupe qui ne fait pas seulement de la bière, mais du whisky, et Grand Met, qui correspond à peu près à Auchan, en Grande-Bretagne. Et donc, ils ont fait une superbe boîte, et c'est les numéros 1 au niveau des alcooliers mondiaux. Donc là, vous goûtez le whisky de Tourbeux, qui est en train de sortir. Oui, alors, sentez-le avant de goûter, pour ne pas être surpris. Et le deuxième alcoolier mondial, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard qui détient en volume la majorité des whiskies écossais, une grande moitié des whiskies canadiens qui commencent à s'installer aux Indes. Le troisième alcoolier mondial, ce sont les Indiens. Donc si vous buvez un certain nombre de whiskies que vous avez bien du Ben Nevis, du Jura, non pas Jura, un certain nombre de whisky connus, j'ai tout ça en tête, eh bien vous buvez du whisky qui appartient à un groupe indien. Après, vous avez les Thaïlandais. Les Thaïlandais doivent arriver comme 4e, comme possesseurs de whisky dans le monde. Donc, il faut savoir qu'actuellement, vous avez des fonds de pension américains qui achètent des distilleries en Écosse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté, de toute façon ? Vous avez uniquement très peu de familles. Vous avez la famille Mitchell qui a le whisky Rosebank, qui est un excellent whisky, qui est resté une famille. Vous avez White & Mackay, qui est resté une famille. Mais tout le reste, c'est un business à l'échelon totalement mondial. Alors, comme actuellement, on essaie de tirer les prix vers le bas parce que même en Écosse, on boit plus de vodka qu'on boit de whisky, parce que la vodka est moins chère. Une vodka, vous le faites et au cul de l'alambic, vous avez de la vodka. Tandis que là, en Écosse, vous êtes obligé, ou en Irlande, au moins de le faire vieillir 3 ans. Même si ce n'est pas suffisant, ça fait quand même de l'argent à donner à votre banquier.
comme immobilisation des stocks. Alors donc, pour arriver à se battre contre la vodka, vous avez une baisse généralisée des whiskies communs, des blended whisky bas de gamme, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'âge marqué dessus. Et sachez qu'en dessous de 10-12 ans, c'est pas la peine d'acheter, même si vous avez un beau nom, une belle boîte, entre 10, 12 et 20 ans, vous avez la quintessence du whisky. Après, si vous achetez un whisky à 12 ans, mettons un whisky du Glenfarclas, on parlait de Glenfarclas que vous avez vu tout à l'heure, si vous l'achetez en 12 ans, vous allez le payer entre 30 et 40 euros. Et si vous l'achetez en 15 ans, vous allez le payer 80 euros. Si vous l'achetez en 18 ans, vous allez le payer 150 euros. Et ainsi de suite. Et après, c'est absolument exponentiel. Quand vous arrivez à 25 ou 30 ans, vous allez le payer 1000 euros, 2000 euros la bouteille. Et comme il y a une clientèle fortunée pour ce genre de choses, eh bien on garde les meilleurs fûts pour cette clientèle fortunée. Et d'un autre côté, ne vous amusez pas à boire, à part si vous êtes certain qu'on vous a assuré que c'est bon, de boire un whisky sur lequel vous n'avez pas d'âge. Même si la boîte est belle, c'est que vous vous faites avoir.